Vous êtes spécialiste de l'ingénierie sociale, vous avez une formation en sciences sociales et en philosophie. Donc vous êtes notamment l'auteur de livres parus ou réédités récemment, Gouverner par le chaos, Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN contre les peuples, Neuropirates, Réflexions sur l'ingénierie sociale. Oui. Et donc c'est justement d'ingénierie sociale dont nous allons parler ensemble. Donc, alors l'ingénierie sociale, qu'est-ce que c'est d'abord en fait, parce que le public connaît pas forcément de quoi il s'agit. Alors ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur ce sujet en particulier. La définition que je donne aujourd'hui, c'est la transformation furtive des sujets sociaux, individus ou groupes. Et donc la dimension de furtivité est importante pour distinguer finalement l'ingénierie sociale de la pédagogie, par exemple. Enfin, quand on travaille à transformer quelqu'un, en fait, si tout est clair et si tout le monde est d'accord pour commencer un processus de transformation ou d'apprentissage, ça s'appelle ni plus ni moins que de l'éducation ou de la pédagogie. Mais quand c'est furtif et quand ça se fait à l'insu du sujet transformé, là on appelle ça de la manipulation. Mais en fait, l'ingénierie sociale n'est pas, et c'est plus grave même que la manipulation, parce que la manipulation c'est ponctuel et c'est réversible. Je peux manipuler quelqu'un pour faire quelque chose. Non, l'ingénierie sociale ça va plus loin puisque ça consiste en fait à transformer l'identité d'un sujet social, donc à transformer sa nature. Ça va plus loin que la manipulation et ça se distingue de la politique qui est aussi un processus de transformation de la société. Mais conventionnel, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord. On fait ça dans les assemblées, dans les parlements, et donc là au moins tout est clair. Il y a une transparence du processus de transformation de la société. L'ingénierie sociale, la plupart du temps, c'est furtif, c'est-à-dire qu'on ne demande pas leur accord aux membres de la société. Et on le fait donc à leur insu sans leur demander leur avis. C'est pour ça qu'on peut parler de piratage. Dans Gouverner par le chaos, vous parlez en fait d'une stratégie du choc, du traumatisme. C'est en cela que vous considérez qu'en fait, il y a une sorte de zombification de la population qui fait que c'est irréversible ? Oui. Alors effectivement, donc je me suis beaucoup inspiré des recherches de Naomi Klein, la stratégie du choc, en anglais the shock doctrine, où elle met en parallèle les techniques pour faire une table rase sur l'esprit des gens, donc les techniques de la CIA, de mind control, le MK Ultra, voilà, donc des techniques de torture en fait, ni plus ni moins, qui visent à faire une table rase sur la psychologie de l'individu torturé, enfin de l'individu cobaye, pour ensuite reconstruire sur cette table rase une nouvelle psychologie. Et elle met ça en parallèle en fait avec le capitalisme, ce qu'elle appelle le capitalisme du désastre, qui exploite les crises, voire qui les crée. De la même manière que les tortures de type mind control, en fait, sont des crises. En réalité, enfin, je veux dire, si on transpose un peu, c'est pas seulement métaphorique en fait, c'est vraiment les mêmes mécanismes. En fait, quand vous torturez quelqu'un pour le retourner, ça c'est les grands services secrets ont fait ça pendant la guerre froide, quand ils attrapaient un espion du camp opposé, quand le KGB attrapait un type de la CIA ou l'inverse, parfois ils essayaient de le retourner en faveur donc du camp capitaliste ou du camp communiste, et puis ensuite il le renvoyait dans son pays, ça devenait un agent double. Voilà, donc il y a des techniques de retournement de l'opinion qui peuvent être, de retournement du psychisme, qui peuvent être appliquées à un individu ou à une société complète. Et quoi, ça passerait par une sorte de lavage de cerveau ou comment concrètement ça se passe en fait? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le lavage de cerveau en règle générale. Mais là encore une fois, en fait, on n'est pas au cœur de l'ingénierie sociale puisque ce n'est pas furtif. De fait, l'individu torturé ou l'individu dont on lave le cerveau, en fait, en général, il exprime une certaine souffrance et donc il est conscient de ce qui se passe. Ouais. L'idée de l'ingénierie sociale, c'est que ce soit insensible. C'est que le lavage de cerveau se fasse en dessous
du seuil de conscience, donc au niveau subliminal, au niveau préconscient, si on mobilise la première topique de Freud, qui distingue entre le conscient, le préconscient et l'inconscient, et voir en tapant directement dans l'inconscient, ou dans l'inconscient collectif. Les grandes opérations d'ingénierie sociale, en général, jouent avec les archétypes de l'inconscient collectif. De la même manière, les grands orateurs, les prophètes ou les grands politiciens qui savent mobiliser les foules, jouent aussi avec l'inconscient collectif. Et ils ont la capacité, par la parole, de lever des armées, littéralement. Il y a aussi tous les auteurs utopistes du 19e siècle, parce que la notion d'ingénierie sociale apparaît, ou d'ingénieur de la société apparaît sous la plume d'un auteur utopiste français qui s'appelle Frédéric Leplay, et qui avait fondé une école d'ingénieurs de la société, avec des disciples, voilà. Et puis ensuite, la notion a été appropriée aussi par les milieux du piratage informatique. Donc le plus célèbre, c'est Kevin Mitnick, qui écrivait en 2002, je crois, au début des années 2000, un livre sur son expérience de pirate informatique, intitulé L'art de la supercherie. Et sa méthode est particulière, c'est-à-dire qu'il ne piratait pas les machines, il piratait les utilisateurs des machines. Donc en fait, c'est du piratage psychologique, en fait. Sous quelle forme, en fait? Comment il faisait concrètement? Alors, donc il y a une technique bien connue qu'il a inventée, qui s'appelle le phishing en anglais, l'hameçonnage, et qui est toujours pratiqué. Oui, c'est super commun maintenant. Tout à fait. Par exemple, les gens parfois se font avoir, c'est-à-dire qu'ils reçoivent sur leur boîte email un message de leur banque qui leur demande de fournir des informations confidentielles, c'est-à-dire un identifiant, un mot de passe. Sauf qu'en réalité, c'est pas un message de la banque. C'est un message justement d'un pirate ou d'une équipe de pirates, souvent ils sont plusieurs, qui imitent, qui usurpent l'identité d'un message de votre banque. Donc vous leur donnez les informations et ensuite, là ils peuvent ouvrir votre compte en banque en ligne et puis le vider et faire ce qu'ils veulent. Mais ça peut avoir des applications. Ce que je veux dire, c'est que les deux principes de l'ingénierie sociale au sens de Kevin Mitnick, c'est l'usurpation d'identité et l'abus de confiance. Vous voyez que très souvent la politique c'est ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on usurpe l'identité du sauveur qui va sauver la société d'un problème et on abuse de la confiance du bon peuple. Voilà, donc il y a vraiment des passerelles entre finalement l'ingénierie sociale technique en tant que piratage pour voler des données, voler des informations ou avoir accès à un compte en banque, et puis la pratique politique de type sophistique, c'est-à-dire ou démagogique, qui consiste à occuper la place du sauveur. Et puis pour attirer à soi des projections émotionnelles et qui peuvent ensuite... c'est le joueur de flûte, quoi. Ce dont je parle, c'est une nébuleuse de disciplines, en fait. L'ingénierie sociale, c'est un peu l'application pratique d'une nébuleuse de disciplines qui font la synthèse du management, du marketing et de la sécurité des systèmes. C'est vraiment les trois grands volets, en fait, de l'ingénierie sociale. Tout le débat sur la rhétorique, comment manipuler les gens par la parole, ça commence avec les Grecs, ça commence avec Platon et Aristote. Et on est toujours dedans. Voilà, je fais des formations pour justement que tout le monde s'approprie ces méthodes et les appliquer, les pratiquer au quotidien. Déjà pour se prémunir, se protéger. Et pour puis les connaître pour s'en protéger, en fait. C'est ça, voilà. Okay. Pour ensuite déprogrammer des gens dans notre entourage, des gens qui ont été programmés, parce que à la fin, ça fabrique des espèces de zombies, en fait, des machines. Je veux dire, pendant la période covidiste, beaucoup de gens fonctionnaient de manière robotique, un peu comme des soldats, en fait. Donc, c'est tout ça, en fait, ça pose beaucoup aussi sur les méthodes de militarisation, de conditionnement comportemental pour fabriquer des bons soldats. Vous vous souvenez du film de Kubrick, d'ailleurs Kubrick a beaucoup parlé, mis en scène les méthodes de déprogrammation, reprogrammation dans Orange Mécanique, pareil, voilà, et puis dans Full Metal Jacket, puisque la première partie du film, c'est une longue séance de programmation comportementale pour faire un bon soldat.
Bameuse, bameur, n'oubliez pas que nous sommes un média indépendant, qu'on a très peu de moyens, que bientôt on va vous informer concernant une campagne de crowdfunding qu'on est en train de mettre en place. Et on comptera sur vous pour nous aider et pour surtout communiquer aussi autour de vous. Parce que ce dont nous avons parlé aujourd'hui, en fait, finalement, c'est ce que nous essayons de faire depuis 3 ans, même plus. En tant que média citoyen et minoritaire, mais de plus en plus grand et de plus en plus, en tout cas, conscient de l'importance qu'on peut avoir. Merci à tous et à tout bientôt.